Voilà, donc encore un tout grand merci aux différents intervenants pour la richesse et la pertinence de leurs propos. Et avant de vous donner la parole pour un échange avec eux, je vais me permettre de prendre le rôle du marqueur fluo. Avec toute ma subjectivité, je vais mettre en évidence certaines choses, pointer certaines choses qui ont été dites et qui pour moi peuvent ou pas nourrir le débat par la suite. Donc la pertinence de mettre en lien alpha et créativité par rapport à l'enjeu de l'éducation permanente en termes d'émancipation, d'accès à d'autres cultures, et reprendre la phrase citée, créer, c'est s'ouvrir à d'autres possibles. Point suivant, la richesse de la co-animation et du partenariat qui paraît de manière transversale essentielle à la richesse et de ce que peut apporter aux participants. On a également mis en évidence certaines difficultés. On a parlé de la précarité des travailleurs, de la solitude des formateurs, et que parfois travailler avec des bénévoles demande beaucoup de temps et de patience également. Nous avons parlé de la notion du temps, de l'importance justement de prendre le temps d'un processus long qui vive effectivement des effets tels qu'on les a pointés. Prendre le temps de la discussion informelle, de la préparation, de la présence au groupe, prendre le temps de la création et prendre le temps d'établir la confiance. On a également parlé de la relation entre formateurs et apprenants, c'est-à-dire une relation d'égal à égal. On est sur le même niveau, ce qui permet la construction effectivement de la confiance, des savoirs et ultérieurement, je pense, ce qui est essentiel, des capacités de la perception, de la compréhension, de la confiance de devenir acteur par la suite. Non seulement de la notion d'égalité entre formateurs et apprenants, mais également de la relation toute particulière de l'artiste au groupe, qui ne se met pas comme artiste en savoir d'eux, mais un artiste qui passe par la pratique, qui partage son univers, qui écoute, encourage, imagine. On a parlé également du temps de la rencontre qui permet de déconstruire les préjugés, l'importance d'articuler le temps de création, mais également de valorisation de ce qui est créé par rapport au public. Et aussi, Mariska l'a pointé, peut-être l'importance de la trace du processus. On a également donc parlé des apports des pratiques culturelles, donner l'occasion de découvrir ses compétences, se découvrir, de mieux connaître son environnement, de changer l'atmosphère traditionnelle des cours, d'apprendre à ouvrir son regard, du rôle de décoder, de l'importance également d'apprendre à décoder une œuvre d'art, mais par la pratique artistique en elle-même. L'apport de certaines personnes à un autre niveau, de se guérir de certaines choses, d'avoir un impact sur les liens de solidarité. Et je terminerai par deux choses que je pointe comme, en tout cas importantes pour moi et qui m'ouvrent également à d'autres questionnements, de l'importance de partir des propres mots des personnes dans leur propre langue, avec leur propre représentation, et on peut parler de choses essentielles en partant réellement de la culture et des langues des apprenants, et ce qui permet d'établir un lien de confiance qui permet l'ouverture et d'avancer. Et dernière chose, avant de vous donner la parole, c'est également la question de la mise en lumière de la culture qu'apportent les migrants, qui sont eux-mêmes détenteurs d'une culture populaire vivante, qui s'oppose peut-être à la notion de folklore, qui permet de repenser nous-mêmes notre relation au monde et qui nous renvoie à nos propres perceptions et nos manques par rapport à la société actuelle. Voilà. Donc, je pose ça. On n'est pas obligé de réagir par rapport à ça, mais je tenais quand même, simplement pour moi ce qui m'apparaît par rapport aux propos des différents intervenants. Et je vous laisse donc la parole avec 2 micros. Voilà. Je vous demande en fait, quand vous prenez la parole, donc de dire à qui, si vous souhaitez vous adresser à quelqu'un en particulier, et également de dire d'où vous parlez, qui vous êtes et de quelle association peut-être vous faites partie, puisque il y a un enregistrement et une retranscription. Bonjour, Laurent Courtens de l'ISELP. C'est une question de simple compréhension en fait.
à Candice et Foued. Ce que je n'ai pas bien saisi, c'est comment s'est fait le passage des prises de parole, des rencontres, à l'animation, en fait. Parce que si j'ai bien compris, c'est un film, donc un récit aussi, une narration. Comment s'est opérée la traduction de l'un dans l'autre, ou la complémentarité? J'ai pas compris la question. Non? Comment vous avez fait? Parce que non, on se comprend pas, quoi. C'est foutu. Donc, il y a eu d'abord des rencontres où étaient posées un certain nombre de questions sur le quotidien, sur l'identité, c'est ça, hein? Et puis il a été produit ce film. Et donc le pont, le chemin de l'un vers l'autre, j'ai pas agrippé. C'est plus clair? Oui. Mais en fait, au départ, il y avait un groupe où on a fait des animations et tout, pour justement, dans la suite du projet, se dire on va partir de ce qu'ils ont dit pour faire ce film d'animation. Mais je ne sais pas si vous savez, mais dans les primo-arrivants, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Ce qui fait que quand on est arrivé en septembre, c'était tout un nouveau groupe. Donc on a recommencé un travail d'animation. Et comme elle le disait Candy, justement, on est parti de ce qu'ils voulaient, de la transmission. Et à partir de là, on a fait le film d'animation. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui. C'était pas tout à fait un nouveau groupe. Il y avait quand même des personnes qui avaient participé aux ateliers en fait de citoyenneté. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Mais en fait, on a repris. Je pense que les thèmes importants qui étaient ressortis des ateliers de citoyenneté, c'était le mariage, les questions du mariage, les questions de liens hommes-femmes, d'apprentissage et des parents, des relations aussi hommes-femmes au niveau des parents. Et donc, voilà, on est reparti de ces questions-là. Et comme je disais, c'était le lien naturel qui s'est fait, c'était vraiment la question de la transmission qui était vraiment porteuse de leur apprentissage aussi, pourquoi ils étaient là en alphabétisation. Donc on a beaucoup, en fait, on a beaucoup parlé de tout ça, avec en même temps à chaque fois une idée d'apprendre le français. Donc il fallait, c'est pour ça que ça prend du temps aussi ce genre de projet, surtout avec un groupe oral, débutant. Donc on apporte en même temps les notions de français et en même temps on dessinait en fait systématiquement et en même temps on enregistrait. Donc on faisait tout en même temps. Et petit à petit il y a eu on a travaillé en sous-groupe aussi au sujet des sujets qui rapprochaient plus les personnes. On a parlé aussi de plein d'autres sujets. C'est pour ça que, de nouveau, on a une petite production de 12 minutes de quelque chose, mais c'est tout au long des ateliers. En fait, on a parlé des rituels aussi, des rituels d'apprentissage, malheureusement, ce n'est pas apparu dans le film. C'était très, très intéressant aussi. Il y a eu... donc tout s'est fait, en fait... en même temps, les enregistrements, le dessin sur un tableau. C'était vraiment un truc assez sauvage. Hein. On avait un tableau blanc, des stifs, et on dessinait en même temps. Et en fait, ils ont très très vite. Je trouve que le résultat au niveau de l'animation est hallucinant parce que moi-même j'essayais et c'était pas toujours évident, mais ils ont très très vite réussi à faire bouger leur vécu, parce que c'était quand même des vécus d'histoires de parents et d'histoires de transmission familiale. Voilà. Qui souhaite poser une question? Monsieur, voilà. Merci. Serge Rouillet, je suis formateur chez Lire et Écrire. Je travaille aussi dans une association qui s'appelle Alpha Andromède, où je travaille avec une plasticienne. Et alors, par rapport au graphisme, tout ce qui est dessin, technique de dessin, etc., je me suis retrouvé devant un problème, c'est qu'effectivement, ça peut être valorisant, ça peut, faire découvrir la personne, mais il y a un bon nombre de personnes aussi qui sont honteuses de leur dessin. Et donc, ça, je ne vois vraiment pas comment travailler ensuite avec ces personnes.
Donc le propos que j'entends souvent chez ces personnes, c'est de dire mais je dessine comme un enfant. Donc et là il y a une honte qui s'installe et la personne n'a plus envie de toucher, de dessiner, de peindre. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut travailler ensuite quand ça arrive. Voilà, Mariska. Moi j'ai ça m'arrive aussi de dire mais je dessine. Effectivement, je dessine comme un enfant après avoir dit je ne sais pas dessiner. Ça c'est le début, c'est normal. Et je me souviens d'une Maria qui faisait toujours le même dessin et qui pour finir ne l'aimait pas trop. Et moi ça commençait à me... Ça faisait 4 ans que je voyais exactement les mêmes dessins. Dans un atelier aussi, ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de livres, beaucoup de reproductions. Alors évidemment, il y a des choses que je préfère que d'autres, et donc régulièrement aussi, je fais plonger aussi les gens. Va voir un peu comment les autres se sont débrouillés pour faire la mer, pour faire un corps. Et par exemple, Maria, qui a fait partie, qui a réalisé un des livres dans la collection Entre mots, son dessin était tellement tout le temps la même chose. Je veux dire, son livre va vraiment être embêtant. Et c'est parfois comme ça des déclics. Et je me suis dit, mais Baselitz, qui est un artiste suisse qui peint, qui dessine et qui sculpte et qui travaille beaucoup à l'envers, mais réellement à l'envers. Donc il ne peint pas à l'endroit, il ne retourne pas sa toile après. Et donc je lui dis ça, je lui montre Baselitz, je ne lui demande pas si elle l'aime ou pas. Et donc je lui propose de dessiner tous ces personnages à l'envers. Et en lui disant que si elle triche, ça se voit. Et elle a changé son dessin. Elle a quand même triché parfois, parce que ça se voyait, l'encre, elle coule que vers en bas et pas en haut. Mais en tout cas, son dessin, il a changé. Alors voilà, c'est un petit truc comme ça. Parfois de changer de technique. De mettre du fusain et de dessiner en très très grand. Parfois ça change. Tout à fait aussi le rapport de la feuille A4 qui est très très proche du rapport de l'écriture aussi. Je sais pas. Moi, si je peux me permettre, je voulais aussi dire que, en fait, je pense que dans la conception traditionnelle du dessin, c'est une représentation figurative d'un objet ou d'une personne. Et effectivement, nous avons, je pense en général, nous sommes confrontés au même constat, c'est que les personnes analphabètes débutantes, comme elles ne possèdent pas le geste de l'écriture, parallèlement, je dirais, elles ne possèdent pas le dessin tel que nous l'imaginons. Mais en fait, la plupart du temps, on ne pratique pas ce dessin. Mariska, tu peux... Enfin, je veux dire, rarement, en tout cas, le groupe débutant avec lequel on a travaillé, par exemple, sur les chemins de l'eau, on parle d'un atelier d'initiation plastique. On a fait les chemins de l'eau, c'était un collage avec du papier de soie, etc. Il y a eu finalement assez peu de dessins. On a travaillé la couleur de l'eau, avec une composition de plusieurs peintures, mais on n'a pas fait une représentation d'un personnage ou d'un objet. Ça, par exemple, quand on a travaillé Raconte-moi une image, donc on a quand même des représentations de personnes, ce n'était pas des apprenants débutants. Donc je ne dis pas que c'est pas possible, mais voilà, je dis ça parce que c'est vrai que si on fait comme le jeu, la Pictionary, qu'on fait dessiner des personnes tout à fait illettrées, forcément, je veux dire, c'est catastrophique au niveau de... D'abord, je veux dire, les personnes ne comprennent pas si on demande de dessiner une éponge ou une armoire, les personnes ne vont pas comprendre ce qu'elles dessinent et elles vont se sentir, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait gênées. Moi, je voulais juste rajouter au fait que l'importance de la relation de groupe et de confiance entre eux, à partir de là, on peut aller. Je pense que d'arriver d'emblée avec, on va dessiner, ou on va peindre, ou on va sculpter, ou je sais pas quoi. C'est très très. Ça peut mettre la personne vraiment en difficulté. Alors que justement tout le travail avant de discuter ensemble, il y avait tout. Nous, il y a eu, on n'a pas dessiné directement, on a beaucoup parlé ensemble et tous ces sentiments profonds ont fait que les personnes avaient confiance, elles n'avaient plus peur du dessin de l'autre, il y avait moins de jugement du coup. C'est casser le jugement aussi parce que c'est vrai que souvent il y a beaucoup
jugement quand un groupe se connaît pas, quoi. Encore, Marie, en fait, Marie. Moi, je suis étonnée là, je parle de ma place quand j'interviens, parfois pour des temps très courts ou parfois plus longs, dans des collaborations, dans des groupes alpha. Donc moi, je suis pas payée pour commencer à parler et à essayer de voir qui on est et d'où on vient. C'est directement dans le bain. Et ce que je voudrais dire aussi, même si que les personnes les plus importantes, ce sont les apprenants, même s'ils ne sont pas dans la salle, et c'est peut-être pas par hasard, c'est que moi, en tout cas, dans la pratique que j'ai vue, c'est pas les craintes et les difficultés, pour moi, elles se posent pas du tout. Elles sont pas plus importantes, sûrement pas de la part des apprenants. Au contraire, elles sont pour moi beaucoup plus difficiles de la part des formateurs. Et donc, moi, entendre tout le temps parler de ces gens-là, je pense que si on faisait un atelier ici, ce serait parfois beaucoup plus compliqué que si on le faisait avec... Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un souhaite encore poser une question ? Bonjour, donc moi c'est Mathias Paulet de la maison de quartier d'Elmette. J'ai été relativement interpellé par la bande son que l'on a entendue. Et là, vous aviez introduit en disant, ben voilà, vous avez posé la question, qu'est-ce qui vous manque de votre pays ? Et je trouve ça sublime d'obtenir une réponse comme ça, entre guillemets aussi rapidement. Est-ce qu'elle est venue directement, ou il y a eu tout un processus de mise en confiance pour arriver à obtenir une réponse de cette ampleur ? Merci pour la question, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, je crois qu'il y a eu une mise en confiance avant, mais c'était surtout que la question a surgi. Comment dire ? C'était un cadre un peu politique au sens militant, puisque ces femmes donc étaient des activistes, dans le sens elles occupaient une église en tant que sans-papiers pour revendiquer la régularisation pour elles et pour tous. Et donc, elles s'attendaient peut-être à des questions juste sur la lutte, sur les droits, etc. Et je pense que le fait d'avoir posé cette question liée au départ, à l'exil et à leur attachement pour leur pays d'origine et leur culture, le fait de poser cette question dans ce contexte politique où souvent on a un langage froid, a participé en tout cas à permettre cette réponse longue, on va dire. Après, il y avait eu effectivement un petit temps de mise en confiance avant, mais c'était le premier jour. Et le temps de mise en confiance est en général quelque chose où on se parle franchement, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, les personnes qui occupaient une église en tant qu'occupants d'une église pouvaient avoir certaines méfiances à juste titre de tout ce qui arrivait de l'extérieur. Et donc, c'était juste essayer de discuter un peu sur les motivations de chacun. Voilà, il y avait des questions qui m'étaient posées sur mes motivations. Et on va dire, oui, ça peut représenter un temps de mise en confiance. Et après, donc, il y a l'émergence d'une question sensible au sein d'une dynamique plus politique et donc des fois, parfois, avec un langage plus froid. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Voilà, c'était ça. Ou autre chose ? Ah, d'accord, ok, merci. On va peut-être prendre une dernière question. Bonjour. En fait, je me pose une question. Je ne suis pas dans une association, mais je vais peut-être justement donner des ateliers de voix lecture et chant avec des femmes qui suivent des modules d'alphabétisation. Et il y a l'idée aussi peut-être de laisser une trace. Et même si, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'atelier, mais la question de la trace me pose question, justement. Est-ce que ça ne bloque pas parfois de filmer ? Est-ce que c'est accepté par les personnes ? Et est-ce que c'est pas parfois compliqué pour certaines personnes face à l'image de soi et d'être capturé comme ça dans une vidéo ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ne veulent pas qu'on les photographie, qu'on les filme ? Dans le projet Entre mots, par exemple, où Chantal a filmé les ateliers pendant 2 ans, il y en avait une, Mimoun, qui ne le voulait pas. Bon, on a respecté. Par contre, ses mains, c'était intéressant voilà, son visage
son visage n'apparaît pas, et quand on a voulu faire une photo de groupe, elle s'est retournée. Voilà. Mais 2 ans après, il faut dire aussi que Chantal faisait partie du groupe. Ça, c'était important. C'est pas une vidéaste qui est venue de l'extérieur comme ça, avec son gros machin, et en déplaçant. Jamais on a déplacé quelque chose, ou jamais elle nous a fait poser, ou jamais elle nous a demandé « Bon, maintenant vous vous taisez, je filme ». Non, c'est elle qui se démerdait pour trouver sa place dans l'atelier. L'important était ce qu'on était en train de faire. Et pour la petite histoire, Mimoun, 2 ans après, il y a une équipe je sais que c'était une équipe de TV, je ne sais plus quoi, c'était en tout cas des Français, qui étaient venus, et là, c'était un journaliste, et la fille était venue avec une caméra, mais un bazar pareil, et tout le monde a accepté de parler, c'était la fin du projet, les livres étaient sortis, et tout le monde a accepté de parler. Et à un moment, Mimoun s'est levée. Bon, après, on l'a un peu charrié en disant il fallait vraiment que ça devienne de Paris pour que tu acceptes qu'on te filme. Et depuis, ça prend. Ce matin, on a eu cette discussion avec, et on l'avait eu avant, il y a un grand panneau avec je ne sais combien de photos que Marc a pris dans les ateliers. Donc là, les gens ont accepté qu'il soit photographié. En plus, c'est un Nikon qui fait beaucoup de bruit, donc c'est pas discret du tout. Et à un moment, Karine avait posé la question du droit, et est-ce qu'on peut le montrer? Parce que là, c'est une expo, et demain, c'est public. Et quand on est allé discuter avec elle, il y en a 2 ou 3, je pense que c'est aussi l'effet du groupe, qui ont dit « Ah non, 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 on veut pas... Très bien. Moi, j'ai fait l'accrochage avec Marc, ces photos, ce grand panneau, et on s'est dit s'il y en a une qui enlève une photo, ça va faire une tache blanche. On n'en a pas de rechange. Et ce matin, quand ils sont arrivés, d'abord, c'était un lieu qu'ils connaissaient, sauf que la différence, il était beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, et on était habillés aussi un petit peu mieux que, en tout cas, ce que moi je suis dans les ateliers. Et ils étaient bluffés de leur propre travail, ils étaient bluffés aussi de l'ensemble des photos. Et il n'y en a aucun qui a demandé de l'enlever. J'ajoute. Oui, oui. Karine. Bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'on va en rester là pour cette première partie. Donc on arrive au moment de la pause. Une petite pause de 15 minutes. Alors forcément, nous avançons dans le timing de l'après-midi. Il est déjà 16h15. Et donc je vous demanderai, pour ceux qui n'ont vraiment pas d'impératif, de réellement revenir après la pause pour aborder donc la seconde partie du débat, donc avec un regard de nos 3 intervenants externes, Laurent Courtens, Roland Debotte et Christian Bouc, qui réouvriront la question du rôle des arts dans une démocratie inégalitaire, mais effectivement en faisant le lien avec ce qui vient d'être dit. Donc on se donne rendez-vous dans un quart d'heure. Oui, de pouvoir avoir pris le temps, enfin, aussi bien les...